Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo FAQ. Ça fait longtemps que je voulais le faire, puis c'est ça, puis la vie fait que on n'a pas forcément le temps. J'ai regroupé du coup plusieurs... Oui, le du coup est toujours présent, je vous rassure. J'ai regroupé énormément de questions que j'avais reçues sur Instagram. J'avais aussi ouvert une boîte à questions à plusieurs reprises. Encore hier, il y avait une boîte à questions qui était disponible. Donc j'ai une bonne liste de questions. Finalement, ça va peut-être faire l'objet de plusieurs vidéos. Je vais voir combien de temps je mets à répondre. Mais c'est ça, je vais prendre le temps de le faire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc ça fait toujours plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente et que la chaîne est toujours consultée et appréciée. Donc merci à vous et c'est ça, abonnez-vous. Donc je vais essayer de procéder par section, à savoir études, travail, école, scolarité, qualité de vie. Je vais essayer de regrouper les questions parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui se ressemblent et puis que ça fait beaucoup de questions, mais on va s'essayer comme ça. Donc j'ai réécrit récemment sur Instagram que j'étais en train de faire un devoir parce que j'avais repris des études. C'est pas une nouveauté, ça fait peut-être un an et demi que j'ai repris des études. Dans le fond, je fais ça avec TELUC, qui est une université qui fonctionne à distance. Donc c'est des cours que je fais en parallèle de mon travail sur mon temps libre, quand il reste du temps libre. Et puis je me suis pas mis de pression, j'avance au fur et à mesure. Mais c'est sûr que c'est dans un objectif de décrocher un diplôme. En l'occurrence là, c'est un programme de 2e cycle pour peut-être un jour obtenir une maîtrise. Mais en tout cas, c'est de 2e cycle. Et c'est, on m'a demandé exactement c'est quoi la finalité des objectifs. J'ai envie de dire, je ne le sais pas forcément encore. Mais je sais que je veux continuer à évoluer dans ma vie professionnelle. J'ai que 33 ans. J'aime me dire que c'est que 33 ans. Donc je pense que c'est maintenant qu'on prépare aussi notre futur. Donc j'acquis de l'expérience, j'acquis plein de choses, mais c'est important pour moi d'acquérir aussi les diplômes associés à tout ça pour peut-être un jour prétendre à un autre poste. Enfin, voilà, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Je ne voudrais pas être bloquée sur un diplôme et sur des très beaux postes. Je vois régulièrement un diplôme de 2e cycle ou une maîtrise. Donc voilà, on est en train de le faire. Quand je parle d'études, on me demande aussi souvent de refaire un petit topo de de mon parcours, parce que je parle beaucoup de moi, mais parce que ça m'appartient et que j'ai pas envie de parler à la place de mon mari. On m'a aussi demandé qu'est-ce qu'il faisait lui dans la vie, donc je vais vous dire de façon très vague. Il est gestionnaire également et dans le domaine de la santé, dans le réseau aussi. Donc voilà. Puis j'ai pas envie de parler à sa place tout simplement. Donc je vais vous parler de moi, de mon parcours. On m'a demandé c'est quoi exactement ton parcours, donc je vous refais un petit topo. Accrochez-vous, c'est long. Bon, je vais essayer de faire court. La partie française, j'ai fait une seconde générale que j'ai complètement ratée. On m'a orientée en BEP carrière sanitaire et sociale. Du BEP, j'ai fait un bac ST2S que j'ai obtenu. J'ai fait 1 an de préparation personnelle. En fait, je ne suis pas passée par une entreprise, je ne suis pas passée par un centre de formation. Mais 1 an que je me suis préparée au concours d'infirmière, au concours d'entrée. J'ai donc fait mes 3 années en école d'infirmière sur Lyon, ce qui est l'équivalent d'une licence. J'ai terminé cette formation tout de suite après. J'ai été embauchée en tant qu'infirmière en santé mentale, donc en psychiatrie. Voilà, tout de suite un CDI, merci, c'était comme parfait. Donc j'ai travaillé en hospitalier, en intra et en extra. Pour le même employeur, je suis partie en centre médico-psychologique. Voilà, ça c'était pour l'expérience avant le Québec. Après, notre arrivée ici, pour une question de formalité administrative, j'étais encore dans la paperasse pour faire reconnaître mon diplôme d'infirmière français à ici. Ça prend un stage d'équivalence et c'est toute une série de documents. Bref, en attendant cette petite période, on est arrivé au mois de juin, fin juin. Pour vous dire, j'ai eu l'autorisation de commencer mon stage mi-septembre. Donc j'ai pas voulu rester et rien faire. J'ai pris un poste en tant qu'éducatrice en garderie parce que j'avais envie de voir autre chose, puis c'était comme l'occasion de tester. Et aussi, faut se le dire, ça fait partie des métiers qui étaient à l'époque, je sais pas si c'est le cas encore, c'est pour ça que je dis qui était,
dans les catégories où ça me permettait d'ouvrir le visa pour Steve qui était en visiteur. Donc j'ai fait éducatrice en garderie, j'ai pas du tout aimé ça. Voilà, j'ai attaqué mon stage à l'hôpital en service de médecine. Ça a pris à peu près 6 mois. Vous voyez, j'essaye d'aller super vite parce que quand je vois le nombre de questions, bref. Quand j'ai fait ce stage-là, à l'issue du stage, j'avais pas de poste qui allait me convenir à l'hôpital. Je voyais très bien le coup où j'allais rester de soir, où il n'y avait pas beaucoup de postes, où j'aurais pas pu aller dans le domaine que j'avais envie d'aller, travail une fin de semaine sur 2, enfin les conditions qu'on connaît qui ne m'intéressaient pas. Je suis partie en agence de placement. À l'époque, parce que c'est plus le cas, c'était très intéressant financièrement et il y avait beaucoup de demandes. Donc j'ai fait l'agence de placement. Et puis au bout d'un moment, j'ai voulu me stabiliser aussi. J'ai accepté un poste de directrice des soins dans une RPA, donc une résidence pour aînés, ce qui est l'équivalent un peu d'une maison de retraite. Voilà, donc j'ai été directrice des soins là-bas. Et puis ça s'est enchaîné après sur un poste de chef d'unité en CHSLD, où j'ai fait différents mandats avec différents employeurs, mais toujours en tant que chef d'unité en CHSLD. Et puis dernièrement, donc dernièrement, ça va faire 1 an en fin décembre, début janvier. Il y a 1 an, donc, j'ai donné ma démission en tant que chef d'unité aussi en CHSLD, parce que pour plein de raisons, je m'y retrouvais plus, puis la qualité de vie en avait énormément pris un coup. Donc voilà. Donc j'ai atterri au poste où je suis en ce moment. Donc je suis directrice générale d'un centre communautaire, d'un organisme communautaire, on appelle ça ici, qui s'occupe en gros, je vais faire très gros, de la réorganisation sociale des femmes, judiciarisées de près ou de loin. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le parcours professionnel ressemble pas mal à ça. Donc à ce sujet, on m'a posé la question, le travail en agence, quelle expérience j'en garde? C'était super enrichissant d'avoir ses propres conditions de travail. Donc je donnais mes disponibilités en fonction de ce que j'avais envie, jour, soir, pas de fin de semaine, ce genre de choses. Le salaire était ultra intéressant comparé au réseau du public. Puis c'est ça, je pouvais m'accorder du temps quand je voulais, dire bon bah là j'ai besoin d'un off, ou alors là bah, pour X raison j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de beaucoup travailler, puis là j'enchaîne. Donc j'ai adoré ça. Ça m'a aussi aidé parce que de base, mais je remonte à loin, j'aimais beaucoup avoir une certaine routine, je trouvais ça rassurant. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bosser dans le speed et dans l'urgence, donc je trouvais ça rassurant. Puis là, de me confronter à peut-être un nouveau service, une nouvelle équipe à chaque jour, à changer de lieu, voilà, ça m'a bousculé un peu de mon quotidien, mais j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, je pense que ça m'a fait gagner en autonomie, en maturité, en confiance en soi, en plein de choses. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là. C'est ça m'a permis de me dépasser, donc c'est un très très bon souvenir. Et malheureusement, c'est plus les mêmes conditions du tout qu'avant, donc l'agence, c'est plus ce que c'était. Ensuite, on m'a demandé au niveau des congés, est-ce que c'était pas trop difficile? En fait, il y a l'idée pour les Français en général qu'au Québec, il y a pas ou très peu de congés ou vraiment beaucoup moins qu'en France. J'ai envie de vous dire oui et non. En fait, ça dépend vraiment de son métier, ça dépend de son employeur. Globalement, c'est plutôt quelque chose qu'on peut négocier à l'embauche, les vacances. C'est rare que ça soit strict et fermé. C'est des choses qui vont aussi s'augmenter avec les années d'ancienneté. Mais je vous dirais qu'on n'a jamais été délaissé avec Steve, au contraire. On a plus de vacances, nous, que ce qu'on avait en France. Je vais vous dire, par exemple, là, Steve, dans le réseau, en tant que gestionnaire, il a 6 semaines de vacances. Il a 1 semaine en plus de vacances qui s'appelle je ne sais plus comment. Donc, en gros, il a 7 semaines de vacances. Voilà. 7 semaines de vacances, je suis désolée, mais nous, on ne les avait pas en France. Bon, moi, j'ai changé d'emploi cette année. Donc, pareil, j'ai augmenté au fur et à mesure. Mais par exemple, pour cette année, j'ai 3 semaines de vacances l'été, puis j'ai 2 semaines de vacances à Noël. Donc, ça m'en fait 5. Sans compter que j'ai tous mes jours fériés et puis d'autres avantages liés à l'entreprise, mais c'est ça. Donc non, on n'est pas à plaindre et on ne trouve pas qu'on a moins de vacances. Quand j'étais aussi dans le réseau comme Steve, j'avais aussi 6 semaines de vacances, donc
il n'y a pas moins de vacances en fait, ça dépend de l'employeur, ça dépend de l'emploi, ça dépend de l'ancienneté, ça dépend de la négociation, ça dépend de plein de choses. On m'a questionné aussi à savoir, est-ce qu'il y a du travail en plomberie? Est-ce que c'est recherché? Oui. Alors par contre, ça prend, je ne suis pas du tout dans le domaine, mais ça prend des cartes de compétences. J'ai envie de vous dire de vous rapprocher peut-être d'une famille au Canada qui a son mari qui était plombier, pas du tout dans la même province, mais qui a fait les démarches, si je ne dis pas de bêtises, ici. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de lui poser la question. Mais oui, ça fait partie des choses recherchées, je dirais. On m'a demandé aussi si le fait d'être infirmière clinicienne, ça pouvait rendre accessible, enfin oui c'est ça, si ça pouvait rendre plus accessible le fait d'évoluer. Je dirais que oui, c'est un atout parce que quand on dépend d'un ordre professionnel, peu importe lequel, en règle générale, c'est un atout majeur sur une candidature. Donc je pense effectivement que c'est un bel atout. Puis clinicien, ça veut dire aussi que tu as été à l'université pour eux, donc c'est gage comme d'une certaine garantie aussi d'apprentissage. Donc oui. On m'a demandé aussi reprendre ses études en PTF. Alors effectivement, ça prend la résidence permanente ou alors un permis d'études. C'est sûr que si tu as un permis fermé ou un permis ouvert, à moins que je dise des bêtises, mais selon moi, ça ne fonctionne pas. Faut vraiment avoir soit un permis d'études, soit dans ce cas-là, être résident permanent pour pouvoir étudier. Au niveau de l'école, alors, on m'a demandé le rythme, les devoirs, des choses comme ça. Je vais vous dire mon cas, ma situation pour mes enfants. Donc Emeric va avoir 9 ans, il est en 3e année. Andrea a 6 ans et demi et elle est en 1re année. Et bon, Drian a bientôt 3 ans et est en garderie. Je vais vous dire donc le rythme de notre école à nous, mais ça varie d'une école à l'autre tout simplement en termes d'horaire, mais pour vous faire grossièrement. Si je dis pas de bêtises, il commence l'école à 7h50. Je dis si je dis pas de bêtises parce qu'on les dépose au service de garde, nous, qui ouvre à 7h. Donc on le dépose au service de garde et ils finissent l'école à 15h30, encore une fois si je dis pas de bêtises. Pareil, ils restent au service de garde et on les récupère. On a jusqu'à 18h pour les récupérer. Donc c'est des grosses journées, du lundi au vendredi, il n'y a pas de pause le mercredi après-midi ou quoi. C'est des grosses journées. Mais je pense que le rythme est vraiment bon. En tout cas, c'est varié sur les activités sportives, culturelles et tout le kit là. Donc, en tout cas, moi, ils adorent y aller. Ils adorent aller à l'école. Je trouve que l'apprentissage est ludique ici. Puis, c'est ça. C'est parsemé de quelques journées pédagogiques. J'en avais déjà parlé, mais je peux vous en parler plus au besoin. Journées pédagogiques, c'est des journées sur lesquelles l'enfant n'a pas d'école, mais il y a le service de garde qui permet de poser ton enfant si tu n'as pas la possibilité de le garder à la maison. Puis sur ces journées-là, donc les professeurs travaillent, mais eux, ils se concentrent, j'imagine, sur les apprentissages, sur, je sais pas moi, peut-être des réunions où ils préparent en tout cas leur classe, leur module. Et puis les enfants au service de garde, en règle générale, ils font des activités super fun pendant les journées pédagogiques. Donc ça peut être intéressant de les déposer juste pour aller faire des activités qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion à la maison ou qu'on n'a pas envie de payer toute la famille entière pour ça. Ça dépend des écoles, encore une fois. Je sais que là où ils étaient il y a 2 ans, quand on était du côté de Lévis, c'était vraiment moins chouette. Oh, je parle tellement vite. C'était vraiment moins chouette les journées pédagogiques. Ce qui était proposé, c'était beaucoup de choses créatives et tout, mais vraiment à l'école. Alors qu'ici, c'est vraiment beaucoup d'activités à l'extérieur. Les 3/4 du temps, ils prennent le bus et ils sortent à l'extérieur. Donc, c'est des belles sorties pour eux. Donc oui, l'école est gratuite. Après, c'est sûr qu'il y a des frais associés qu'on ne pense pas forcément, que ce soit comme la rentrée scolaire, hein, on a toute une liste de fournitures à acheter, ça c'est correct. Pour les manuels, on reçoit une facture qui s'appelle ça effet scolaire, je pense, avec le coût des manuels en tant que tel. Si je dis pas de bêtises, c'est autour des 200$ par enfant que j'ai payé cette année. Dedans, il y avait aussi les activités exploratoires. Quand ils sont en 3e année, ils commencent à faire des activités en plus de l'école. Nous, Emeric a choisi le thème le plus cher, donc je vais vous dire, c'était sport et plein air. Et je pense que jumelé avec les effets scolaires, j'ai payé comme un 390, je pense. Et puis, il a des super activités. Ça va être du rafting à la Jacques-Cartier. Il a eu une randonnée. Il va faire du patin à Shannon.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un parcours de ninja, enfin, chouette quoi. En termes aussi de coûts financiers d'école, le service de garde est payant. Ça nous fait une petite facture en règle générale entre 180 et 210 $, je dirais, par mois, par enfant. Donc, c'est quand même pas négligeable parce que c'est quand même de l'argent à sortir. C'est sûr que c'est moins cher qu'une garderie, que la garderie qu'on paye en ce moment, mais ça reste quelque chose à prendre en compte quand même dans le budget. On m'a demandé également la qualité de l'enseignement, est-ce que c'était meilleur? Alors, juger est-ce que c'est meilleur ou pas, je ne sais pas. Je dirais que la formule, moi je la trouve plus ludique, comme je vous l'ai dit, plus intéressante. Je pense qu'on va vraiment sur les besoins de l'enfant, sur son respect aussi de ses limites. La classe d'Emeric, par exemple, c'est une classe dite flexible. C'était le choix de l'enseignante. Il n'a pas de place assise attitrée. Il peut se mettre sur un ballon, comme il peut être sur le hamac, comme il peut être par terre, comme il peut être sur une chaise classique. En fait, il choisit vraiment en fonction de son envie du jour, mais aussi de son envie du moment. Est-ce qu'il a besoin de plus d'attention ou moins? Donc je trouve que c'est chouette de s'adapter à l'enfant, chose qu'on ne ferait pas en France. Ou dans des exceptions. Parce que, alors si je dis pas ça, c'est sûr qu'on va me tomber dessus. Oui, il y a des exceptions, c'est pas partout pareil, mais grossièrement, globalement, ici, on s'adapte beaucoup plus. On m'a demandé pour le privé, nous on est parti du principe avec Steve qu'on avait envie qu'il soit dans le public, là pour la primaire. Pour la secondaire, la question se pose, et encore une fois, c'est pas dans un but de forcément le mettre en privé, c'est juste qu'on va lui laisser l'option d'aller explorer la matière, le programme qu'il a envie. C'est plutôt ça le mot, c'est le programme qu'il a envie. Puis si ça tombe dans le privé, ce sera dans le privé. Si ça tombe dans le public, ce sera dans le public. Mais on a vraiment envie qu'il aille dans la spécialisation qu'il a envie d'avoir. Et puis il y en a certaines quand même qui sont vraiment spécifiques au domaine privé, où on en trouve très peu dans le public. Donc peut-être que la question, elle ne se posera même pas, tout simplement. En tout cas, notre école publique secondaire attitrée de base, s'il ne prend pas un programme spécifique, c'en est une qui n'a pas forcément une très très bonne réputation. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'ira pas là-bas. Après, quand on parle un petit peu autour de nous, c'est vrai que les 3/4 de nos collègues, c'est principalement des Québécois qui ont des enfants dans le secondaire. Ils passent globalement tous par le privé quand on sait que l'enfant va continuer les études. Mes collègues infirmières cliniciennes avec qui j'ai pu travailler, elles sortaient toutes aussi des écoles privées, donc je sais pas, à voir. Je dis pas que l'école publique c'est pas bien, hein, mais je pense que juste en termes de concentration, puis ça dépend aussi de l'enfant, s'il a besoin d'un cadre vraiment très structuré ou non. Tout ça. Qualité de vie, on me demande encore combien d'argent il faut pour vivre confortablement. Alors ça, c'est une question que j'aime pas forcément répondre parce que je trouve que ça dépend tellement de tes attentes, de ta situation familiale, du nombre d'enfants, de l'âge des enfants, parce que en fonction de ça, ça change la donne. S'il y a une garderie en compte, c'est évident que je vais conseiller d'avoir l'argent pour subvenir aux frais de garderie pendant au moins 1 an, parce qu'on n'a pas le droit au retour anticipé à chaque mois en arrivant ici. Donc je dirais que c'est propre à chacun, j'ai pas un montant précis. Honnêtement, je pense que en dessous, en tout cas, je dirais, comment dire ça, nous on a 3 enfants, ok, en dessous de 180 200 000 annuels, je pense que ce serait compliqué, pas forcément de vivre parce que tu vis avec beaucoup moins, mais sans regarder ou du moins en regardant la dépense, mais sans se restreindre en tout cas. C'est ça. Je pense que la vie est devenue vraiment chère, puis les activités c'est quand même un coût. C'est ça, la vie est chère en fait, mais pas forcément au Québec, de manière générale elle a augmenté, donc c'est ça, il faut que les salaires suivent. Donc je ne sais pas combien vous dire, c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est d'être propriétaire? Est-ce que c'est de rester locataire? Est-ce que vous aimez les activités en dehors? Nous on fait du ski, c'est sûr que le ski, c'est cher.
Ça dépend tellement de choses. En tout cas, j'avais fait des vidéos sur le coût de la vie, si je dis pas de bêtises, en 2021-2022. Je serais vraiment due pour en faire une nouvelle et je pense que ce sera peut-être l'objet de la prochaine vidéo. Remettre un petit peu à jour les montants parce que ça a vraiment évolué. Finalement. Financement école post-secondaire. On m'a demandé, effectivement, alors si je dis pas de bêtises, c'est entre 2500 et je ne sais plus combien le coût d'une école post-secondaire ici. C'est jamais gratuit, à moins que je dise de bêtises, mais pour moi, il y a toujours un minimum d'au moins 2500. Je pense que c'est ce que j'avais lu sur Internet. Pour les études post-secondaires, donc l'université par exemple. Et bah oui, c'est sûr qu'il faut, on me demandait est-ce qu'il faut commencer à économiser et tout. Oui, il y a des placements, il y a des rayés par exemple pour les enfants dont les parents commencent, enfin c'est les parents qui peuvent ouvrir des rayés pour placer de l'argent pour les études des enfants. Et effectivement, c'est très très important d'y songer et de ne pas attendre le dernier moment. Plus on avance dans l'âge de l'enfant, moins ça va être intéressant après parce qu'il y a comme une partie qui nous revient. Enfin, vous mettez de l'argent, puis il y a une partie comme le gouvernement qui vient mettre, puis ça se débloque sous certaines conditions. Ça dépend les banques et ça dépend les critères, mais il y a des conditions plus spécifiques que d'autres. Ça peut être juste aux études post-secondaires, ça peut être aux 18 ans, ça peut être à l'achat de la première voiture. Il y a plein de critères qui varient en fonction de là où vous allez faire votre rayé, mais c'est très important effectivement de planifier ça. C'est pas rare ici de voir des Québécois qui se sont endettés pour payer des études universitaires, qui ont pris des prêts tout simplement. Donc c'est quand même dans une culture ici d'avoir un prêt étudiant, de le rembourser. Puis ici, ils commencent à travailler quand même très tôt, généralement. 14, 15, 16 ans, c'est pas rare d'avoir un emploi à côté, même si c'est pas grand-chose, mais c'est commencer à mettre de l'argent de côté. À titre de comparaison, là je fais mes études avec TELUC, qui est une université à distance. Ça fonctionne par cycle en fait, par trimestre en gros, automne, hiver, bref. Puis mon module par exemple qui me donne 3 unités, si j'arrive à l'obtenir mon cours, c'est entre 400 et 550 $. C'est le coût pour le mien. Je sais qu'il y en a des moins chers, je sais qu'il y en a des plus chers en fonction du diplôme qu'on veut passer, mais grossièrement c'est entre 1500 et 2000 $ par an que je mets de ma poche pour faire ce diplôme-là. Je vois que ça fait trop longtemps que j'ai fait une vidéo, là j'ai l'impression que je pense que ça fait au moins 20 minutes que je parle, si ce n'est pas plus. Je vois la lumière aussi qui commence à... Donc c'est évident que je ne terminerai pas cette vidéo FAQ là parce que sinon vous allez décrocher, je vais être trop ennuyante. Écoutez, je vous propose de vous faire une partie 2. Puis je pourrais prendre peut-être au vol les questions qui arriveront en commentaire ou des précisions que vous avez envie d'avoir. Je pense que ça peut être bien de faire ça en 2 parties. Je vais peut-être terminer sur 1 ou 2 petites questions très très rapides. On m'a demandé qu'est-ce qui me manque le plus. J'arrête pas de vous dire, il n'y a rien qui me manque. Il n'y a rien qui me manque de la France. Est-ce qu'on a des regrets? Non. Le seul regret, c'est peut-être de ne pas être parti en étant plus jeune, avant d'avoir des enfants. Parce que je pense qu'on aurait pu évoluer 10 fois plus vite sans enfants et sans cette pression de il faut qu'on garde un boulot. Enfin, je pense que quand tu n'as pas d'enfant, c'est le moment qu'il faut carburer. Donc, ouais. Mon regret, j'en ai des regrets dans ma vie de pas être bilingue parce que je pense que je ne serais pas non plus au Québec, je serais peut-être dans une autre province. Mais non, on n'a pas de regrets sur notre expatriation. On est juste rassuré, serein d'avoir la citoyenneté. Voilà, parce que on voit à quel point ça évolue et je veux justement revenir sur la question que j'ai eue. Comment on voit un petit peu, c'était quoi la question? Est-ce que l'expatriation vaut encore le coup et comment je vois les choses avec la nouvelle loi? Effectivement, je trouve que c'est compliqué. Je dirais que ça va mal. Je dirais que ça va mal. Alors ça, c'est mon point de vue perso. Je pense que c'est nécessaire que le Québec se positionne aussi parce que
parce qu'on le voit, par exemple, avec la crise du logement, c'est de plus en plus compliqué. On regarde Montréal, de trouver un logement, c'est vraiment galère. Québec aussi, ça se fait ressentir, je l'ai vu, moi, avec des personnes proches de moi qui ont galéré à trouver aussi des logements. Les maisons, puis même les appartements, les prix ont vraiment flambé. Je pense que c'est nécessaire de contrôler un minimum l'immigration, peut-être de geler comme ils ont fait. Est-ce que c'était la bonne option? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'on le voit venir quand même. Oui, ça a été annoncé et puis c'est à effet immédiat. Le 1er novembre, ils ont annoncé qu'ils gelaient tout jusqu'au mois de juin. Mais ça fait des mois qu'on le voit vraiment venir. En tout cas, nous avec Steve, ça fait un moment qu'on en parle. On voit bien que la position du Québec là-dessus était acquise depuis un petit bout. Puis on voyait vraiment le bateau aller là-bas. Là, on l'a moins vu, peut-être c'est au niveau du fédéral vraiment, qui était dans une position peut-être différente de celle du Québec. Puis ben, c'est comme non, en fait, c'est la même décision. On va dans le même sens en tout cas. Donc je trouve ça juste vraiment dommage et décevant et je le comprends entièrement pour les personnes qui sont déjà sur place, qui se retrouvent le cul entre deux chaises tout simplement. Se positionner là-dessus, s'imaginer le futur, ça doit être beaucoup d'anxiété, de crainte et je les comprends totalement. Mais je pense que malheureusement, on est quand même beaucoup de personnes à être arrivées ici dans les dernières années et que pour préserver un petit peu cette qualité et ce qu'on est venu chercher ici au Québec, c'était peut-être nécessaire. Voilà. Après, c'est mon avis perso, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais je pense qu'effectivement, c'était quand même quelque chose à faire. Peut-être pas de cette manière-là, mais écoutez, on est qui, nous, pour choisir de quoi? J'ai pas encore le droit, enfin si j'ai le droit de vote, mais j'ai pas encore voté. Mais c'est ça. Puis j'ai pas du tout envie de parler de politique en soi. Mais voilà, comment je vois les choses, je me dis que c'est dommage pour ceux qui sont déjà sur place ou ceux qui se préparaient à arriver. Ça ferme les portes à beaucoup de personnes qui voudraient arriver au Québec. Voilà, mais je sais pas trop. Je sais pas trop, puis honnêtement, je me renseigne pas non plus parce que c'est comme derrière nous, on a envie d'avancer aussi, donc on cherche pas à connaître les dernières lois en vigueur. Là, on l'a vu passer comme tout le monde, mais on cherche pas non plus à se renseigner. J'imagine qu'il y a des actions qui doivent être entreprises, des actions en cours pour faire bouger les choses, ou du moins mettre peut-être des personnes en dehors de ce cadre-là, enfin des exceptions, je sais pas. Voilà. Donc, est-ce que l'expatriation vaut encore le coup? Je dirais que ça dépend qu'est-ce que tu viens chercher. Si c'est une aventure, oui, bien sûr. Si c'est un cadre de vie, oui, bien sûr. Mais encore là, c'est pas à n'importe quel prix. Oui, on a beaucoup de boulot ici au Québec, mais il y a quand même beaucoup de travail dit alimentaire, donc avec des bas salaires. Donc ça peut être intéressant, mais en fait, tout dépend de ta situation avant et de qu'est-ce que tu viens chercher ici. Si tu as une excellente situation en France, je suis pas sûre qu'honnêtement, ça vaille le coup maintenant. Si tu n'as rien à perdre, pourquoi pas. Voilà. Puis ça dépend de enfant, pas enfant, âge des enfants, et puis qu'est-ce que tu as envie de trouver. Voilà. Allez, je finirai sur la toute dernière question parce que ça va être très rapide. Est-ce que mon dernier enfant est baptisé? Alors non. On n'est pas chrétien, on n'est pas catholique, on n'est pas musulman, on n'est rien de tout. On ne croit en pas grand-chose, à vrai dire, avec Steve. Je m'amuse des fois à le dire aussi sur Instagram, mais on croit en 2 choses dans la vie, peut-être 3. Au travail, je pense que le travail paye au bout d'un moment, toujours. Je crois en nous. Quand je dis nous, c'est moi, Steve, et puis nos enfants, enfin ce qu'on a construit. J'ai totalement confiance en nous. Et la dernière des petites choses en lesquelles on croit, c'est au destin. Rien n'arrive par hasard, donc c'est ça. On en tire forcément du positif. Et c'est ça. Donc non, pas de religion. Bon, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai dit... écrivez-moi des choses en dessous, puis ça me fera plaisir d'ajouter ça à la prochaine vidéo, de prendre le temps peut-être de clarifier certaines choses, ou je sais pas, si vous avez un débat, allons-y. Mais c'est ça, ça m'a fait plaisir en tout cas de refaire une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à bientôt et c'est ça. Prenez soin de vous.